des livres plein les oreilles. Bonjour à vous toutes et vous tous, Clotilde Sey au micro de Canal M qui produit le balado des livres plein les oreilles. On vous offre un épisode par semaine. Il n'y est question que de livres audio et évidemment on entend des livres audio. Je vous parlerai quand même pas de livres dont vous n'entendriez rien. Je pense que c'est correct. Cette semaine, on va ouvrir le balado avec une nouveauté d'ici. Ça s'appelle Hexa, H-E-X-A. C'est de Gabriel Filto-Shiba. Et puis ensemble, on va effeuiller la liste des nominés au prix du livre audio qui est remis chaque année par la Plume de Pan. Si ces livres sont là, c'est parce qu'ils sont de qualité. Et il y en a beaucoup que j'ai ouverts pour vous dans les derniers mois qui font partie de la liste des livres en nomination. Mais ça donne aussi l'occasion d'en découvrir d'autres et de vous en faire entendre quelques extraits qui m'avaient échappé ou qui ne sont pas arrivés jusqu'à mes oreilles ou jusqu'à mes yeux. En seconde partie du Virginia Woolf, lu par Catherine Deneuve, des auteurs qui partent à la défense de la lecture, dont Clémentine Beauvais, très admirée par la jeunesse qui lit encore, par les yeux ou par les oreilles, et pour finir, quelques nouveautés qui viennent tout juste d'arriver jusqu'à vous, et toutes lues par des voix humaines, j'insiste là-dessus. Les seules voix de synthèse que vous entendrez dans ce balado, c'est-à-dire rarement, mais sont celles qui sont utilisées pour des publics à besoins particuliers. Alors voici un livre de chez nous qui est sorti cependant aux éditions Telem, mais Gabrielle Filto-Shiba est une autrice québécoise. C'est lu par Audrey Brisson, qui est également québécoise. Présentation du livre audio, on est avec Thalie, qui a 16 ans, qui vit avec ses parents. Ses parents sont Gabrielle et Sandrine. Ils habitent dans la cité de Sainte-Foy, au Québec, où nul n'a le droit de franchir le mur qui entoure la ville et qui protège ses habitants de la dévastation et du chaos qui sévissent au-delà. On s'entend qu'on est là dans une science-fiction. C'est, nous dit une ou un critique, une dystopie aux accents d'espoir, plusieurs histoires qui se croisent et s'entremêlent, qui, en donnant aux femmes et à la maternité une place prépondérante dans une société ultra surveillée où les enfants peuvent être arrachés à leur mère si celle-ci ne répond pas aux critères. Les femmes s'organisent et se soutiennent en secret. Du moins dans la première partie de ce roman, lorsque Thalie est la narratrice, comme on va l'entendre dans l'extrait. C'est la narratrice là qu'on entend au jeu et c'est lu, je vous le rappelle, par Audrey Brisson. Et voilà l'extrait de Hexa. Du haut de mes 16 révolutions, voilà quelques années que j'ai l'air assez vieille pour errer à ma guise dans la cité. Mais ça ne revient encore qu'à tourner en rond. Je connais les dédales de Sainte-Foy par cœur. J'ai sondé toutes les avenues possibles et il n'y a pas d'issue. Le mur nous enceint, sans brèche autre que la porte qui s'ouvre si rarement. Cette année, le conseil a engagé des ouvriers pour y peindre des semblants d'horizon. Un fondu allant du gris au bleu ciel. Il ne reste que l'ombre des graffitis effacés au sable abrasif et 5 rangs de barbelés pour nous rappeler qu'il n'y a pas, n'y aura pas, d'ailleurs. C'est mieux comme ça, sans doute. L'obsession de repousser sans cesse les frontières de son habitat, c'est ça qui a mené notre civilisation jusqu'à la 6e extinction, de toute façon. Il faut apprendre à dompter cette curiosité malsaine, à maîtriser nos pulsions archaïques. Le mur a été érigé pour nous protéger de nous-mêmes, le temps qu'on se réforme tous de l'intérieur. Jusqu'à plus soif de liberté, qu'au bout de décennies de rééducation, nous fassions mieux. Je caresse des yeux les lettres délavées laissées par le dernier vandale. Désobéissez. Le pire est ne pas de savoir combien de temps elle durera, louable ou non, cette détention. Sous la capuche de ma pèlerine isothermique, je cache mes décolorations capillaires, un audacieux dégradé blond qui vire au lilas aux pointes, inspiré d'une photo d'orchidée disparue. Mon style multicolore détonne, fait rire pas.
À mon corps fluet, j'oppose des bottes à cape d'acier récupérées dans les affaires de maman à l'ambition de mettre un peu de couleur dans ce désespoir ambiant. À défaut d'une pluie fluo, j'aimerais bien que se matérialise une averse de neige fondante comme l'hiver de mes 8 ans. Des flocons gros à faire coucher le smog, juste quelques heures, histoire de voir le dernier croissant de la lune et non juste un halo régner sur nos complexes d'habitation. J'irais me lever tout contre ma fenêtre pour écouter chanter les oiseaux de nuit qui nichent à même les structures des tours cellulaires et des hauts capteurs. Je guetterais leurs échos qui me distrairaient de mes crampes prémenstruelles. Mais non, le ciel est gris, gris de plomb, gris carbone, et il est impossible de s'y soustraire. Même si ça me prend plusieurs heures, 123 000 foulées environ, pour faire le grand tour de l'enceinte de la cité, je me sens quand même prise en souricière. Les dents serrées, des fourmis dans les jambes, je tremble d'ennui. C'est pire quand je m'immobilise. Impossible d'être attentive en classe sans me triturer les ongles, les manches, sans gratouiller la surface du pupitre en faux bois clair. Une petite voix dans ma tête me chuchote que j'apprends du remâché, du vent, des fabrications. Ça m'enrage de perdre mon temps quand je sais que j'ai du potentiel. On me l'a assez répété. Très, très intéressante production que Exa, écrit par... c'est un livre écrit par Gabriel Filto-Chiba, lu par Audrey Brisson, édition Télém, et vous pouvez trouver ça, et je ne saurais que trop vous le recommander, sur le site de nara.audio ou nara.com. Si vous faites simplement Nara, de toute façon, vous tombez sur le site qui est un catalogue et en même temps une maison de production de livres audio de chez nous. Ils sont à Longueuil. Alors parlons-en parce que c'est encore un miracle si leurs portes sont toujours ouvertes et s'ils continuent à enregistrer du livre audio pour vous-même. Il y a, alors je vous le disais dans mon introduction, il y a les prix de la plume de Pan. Il n'y en a pas beaucoup, des prix qui sont remis dans le domaine du livre audio. Dans le domaine du livre écrit, il y en a pour tout le monde, mais dans le domaine du livre audio, pas beaucoup. Audiolib en a un et la plume de Pan. Alors, c'est une association, la Plume de Pan, je vous en parle tous les ans au moment où on connaît les nominations de ces bouquins. C'est une association qui est dédiée à la promotion du livre audio et de la lecture à voix haute, qui vise à favoriser l'accès au livre audio francophone pour tous les publics, en particulier les jeunes, en organisant des événements, des formations et des ateliers. Bref, il ne manque plus que mon balado à la Plume de Pan. Non, mais je dis ça comme ça, mais c'est un petit peu vrai. Alors, le prix du public francophone du livre audio 2026, il y a plein de livres dont on a déjà parlé à ce balado. La forêt de flammes et d'ombre, on en a parlé avec Gérald. Les derniers jours de la pesanteur aussi, Kolkhoz. On a parlé de quoi la semaine dernière, si je ne m'abuse. Vous parlez de Mon fils, de Philippe Besson. Non, il y a 2 semaines déjà, là, comme le temps passe. C'est pareil, c'est Gérald de Cousineau qui nous en avait parlé. Alors, j'ai envie de vous parler d'autres livres qui sont en nomination, dont Quand viendront chanter les loups, lu par Bertrand Nadler. Très court résumé, persuadé qu'il est responsable de la disparition de son fils et du chagrin inconsolable de sa femme, Abel a fui pour se réfugier dans un chalet où il vit, reclus, au cœur de la montagne. Rythmé par les saisons et la nature, ses journées se ressemblent entre son travail de bûcheron et l'absence de Tom qui le hante, jusqu'au jour où il porte secours à un homme trouvé inconscient dans la montagne. C'est là que commence l'extrait. J'attise le feu et remets une bûche dans l'âtre pour qu'il ait moins froid. Le châtaignier, quand ça brûle, ça craque fort. Il ne faudrait pas que ça le réveille. Je surveille. Il bouge un peu et remonte la couverture sur sa tête. Il n'est plus qu'un tas informe, couché là, sur ce lit de fortune, à même le sol. Je crains que l'infection ne gagne complètement sa jambe. Fracture ouverte du tibia. Ce n'est pas beau à voir. J'ai même cru que j'allais tourner de l'œil. J'ai nettoyé ses plaies comme j'ai pu, avec les moyens du bord, une vieille bouteille d'eau-de-vie, une serviette éponge, des bouts de bois pour maintenir sa jambe droite et ma chemise déchirée en lambeaux en guise de bandage. Je ne sais pas comment j'ai fait. Je me souviens que ma tête était vide. Je n'étais que spectateur de la scène qui se jouait là, sous mes yeux.
Mes mains agissaient toutes seules, comme celles d'un automate. J'avais l'impression que ce n'était pas moi qui épongeais le sang, pas moi qui soignais. Ce n'était pas ma voix qui rassurait, qui consolait. Et sur son visage, déformé par une douleur constante et aiguë, se superposait celui de Tom. Ensuite, je lui ai donné 2 comprimés de paracétamol qu'il a pris avec une bonne rasade d'alcool. Je ne sais pas si le mélange est judicieux. En tout cas, maintenant il dort. Il dort comme un enfant. Comme dormait Tom, mon fils. Je ne sais rien de lui, pas même son prénom. Quand je l'ai trouvé en contrebas du rocher, il était à moitié dans les vapes. Au début, j'ai pensé à une bête blessée, un lièvre pris dans un collet. Puis j'ai compris. J'ai hurlé. Le gosse, lui, poussait de petits gémissements à peine perceptibles. Il gisait sur le ventre. La neige avait partiellement recouvert son corps. Sa main, bleuie par le froid, continuait de serrer une branche morte. Je n'ai pas vu son visage tout de suite. En m'approchant, je n'ai vu que le sang, sa jambe, son pied gauche nu. Il avait dû perdre sa chaussure dans la chute. Je n'ai pas réfléchi. Je l'ai mis sur mon dos et je suis remonté vers le chalet. Dans ma tête, ça allait vite. Des pensées fulgurantes. Je pensais aux bêtes et à l'odeur du sang qu'elles peuvent renifler à des centaines de mètres. L'hiver, on les pense planquées à cause du froid. Mais elles rôdent, faméliques. Le danger est permanent. J'avais mon fusil. Un coup aurait suffi à les faire fuir. Il faut être totalement fou ou désœuvré pour venir se perdre ici en plein hiver. Pauvre gosse, pris au piège de cette montagne brutale et sauvage. Si je n'étais pas passé par là, il serait mort de froid. Peut-être même que les loups l'auraient en partie dévoré. On n'imagine pas ces choses-là, on n'y pense pas, parce que la beauté de la nature nous cache sa rudesse en étalant ses vers sur les plaines jusqu'aux forêts. Nos yeux se plaisent à suivre les crêtes qui séparent les cols jusqu'aux sommets enneigés. Ça donnerait presque le vertige. C'est vrai qu'elle hypnotise, cette nature, avec ses lacs grandioses sur lesquels ondulent les 4 ciels. Ici, chaque saison a son ciel. Mais il ne faut pas se fier à toute cette beauté. Son immensité écrase. Elle rend petit et vulnérable. Dans ces silences grouillants de vie, quelque part tapis, la mort guette et peut vous surprendre à tout moment. Il n'y a que ceux qui connaissent cette montagne pour oser s'y aventurer en plein hiver. Mais ce gosse, franchement, il n'avait rien à faire ici. Ses parents doivent le chercher partout à l'heure qu'il est. Et là encore, quelque chose me déchire les entrailles. Il y a comme une détonation dans ma tête. Ça s'appelle « Quand viendront chanter les loups ». Je vous redonne le nom de l'auteur, l'autrice d'ailleurs. En l'occurrence, c'est Florence Erlemann. C'était lu par Bertrand Nadler et c'est en lice pour le prix du livre audio de La Plume de Pan. Tout comme d'ailleurs les Daria, d'une autrice qui s'appelait Ada d'Adamo. C'est lu par Coralie Zaonero. Cette femme-là a été danseuse, très connue en Italie. Elle a passé sa vie, c'est ça, vous savez, à travailler la grâce et l'élégance du geste en danse, jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte et qu'elle mette au monde Daria. Déjà, rien ne l'avait préparée à devenir la mère de cet enfant, mais qui en plus est sévèrement handicapée et qui ne pourra jamais ni voir ni marcher. Elle commence à écrire et penser cet amour hors du commun qui la lie à sa fille et c'est comme ça qu'elle s'est mise à raconter Daria et que ce livre est né. Celle-ci d'ailleurs, Daria, D-A-R-I-A, à un moment donné, elle est devenue D''Aria, comme d'air, si légère qu'on pourrait la croire étrangère à la force de la gravité. Et puis, une dizaine d'années plus tard, Ada va découvrir qu'elle est elle-même malade et qu'elle ne survivra peut-être pas à sa fille. Alors, tandis qu'elle se soigne, que les maux de l'une deviennent les maux de l'autre, le corps se fait là encore dans ce mouvement-là, ce lieu de transmission et de reconnaissance entre mère et fille, toutes les deux, une handicapée et l'autre malade. C'est une bouleversante adresse à son enfant que ce livre-là, dont je vous redonne le titre, Daria, de Ada d'Adamo, qui, je le précise, est décédée avant que le livre soit disponible sur papier. Donc, elle était déjà partie. On écoute un extrait de Daria, de Ada Adamo.
novembre 2016, tu étais hospitalisée pour une nouvelle opération, la 3e, à l'estomac. J'avais donc sauté l'habituelle échographie du sein. Je comptais y remédier dès mon retour, après avoir repris le rythme régulier de nos journées, maison, école, centre de rééducation. Puis, j'avais oublié, alors même que j'avais effectué ces contrôles tous les 6 mois, alternant échographie et mammographie avec une rigueur de gendarme. Cette hospitalisation avait été plus longue et plus pénible qu'à l'accoutumée. La valve anti-reflux qu'on avait fabriquée pour toi quelques années plus tôt, oui, c'est le terme dans le jargon médical, comme si le fond de l'estomac était un paquet cadeau, avait cédé et il était nécessaire de la refaire. Tu souffrais aussi d'une hernie diaphragmatique. Il fallait ramener l'estomac à sa place en l'ancrant correctement, de façon à éviter qu'il ne remonte de nouveau comme la fois précédente et n'affecte les voies respiratoires. Tu devais séjourner après l'opération dans le service de soins intensifs où nous n'avions pas l'autorisation de passer la nuit. Ainsi, papa et moi avions-nous eu l'étrange liberté de quitter l'hôpital pour aller dîner. Nous avions parcouru en voiture les quelques kilomètres qui nous séparaient d'une petite station balnéaire. Les rues étaient désertes. La seule pizzeria que le concierge de l'hôpital nous avait indiquée, « Dites que vous venez de ma part », était fermée pour congé. Du reste, on était en novembre, le mois des défunts, le mois mort par excellence pour le tourisme. Nous nous étions repliés sur l'unique établissement ouvert, qui hésitait entre le bar et le pub, fréquenté par quelques clients solitaires, regard aqueux devant une bière ou un verre de Cynar. Ce n'était pas la première fois, et ce ne serait pas la dernière, que nous nous retrouvions face à face, prêts à tout pour quelques heures de sommeil, désireux d'une douche chaude et d'un repas qui n'eût pas la forme d'un sandwich. Malgré tout, les sentiments de culpabilité et dire qu'elle est toute seule en soins intensifs alors que nous dînons tous les deux dehors ne parvenaient pas à remplir totalement nos esprits vides, perdus derrière la vague sensation de liberté qu'engendrait ce tête-à-tête nocturne inespéré, qui brisait une routine quotidienne faite de roulements et de rôles. Lorsque tu étais dans la salle d'opération ou en soins intensifs, nous n'avions plus aucun droit sur toi, plus voix au chapitre. Quelqu'un d'autre surveillait ton sommeil, ta respiration, tes pleurs. Nous, dehors, nous affrontions l'attente. Nous évaluions les délais, préparation, anesthésie, opération, phase de réveil. Nous nous postions derrière des portes closes. Nous interrogions du regard une infirmière de passage. Enfin, tes pleurs, à nul autre pareil, ressurgissaient de ces grottes obscures, tel un appel dans les méandres d'une forêt. On se hâtait de nous prévenir. « Vite, dépêchez-vous. » Qui de vous entre ? La maman. Et soudain, le hurlement de ta rage mêlé de désespoir semblait me gifler en pleine figure. Tu ne m'as jamais parlé et pourtant, j'avais l'impression d'entendre tes mots. « Maman, pourquoi tu m'as fait ça ?» Très, très touchant ce livre d'Aria, lu par Coralie Zaonero, écrit par Ada D'Adamo. Encore parmi les livres en nomination pour le Grand Prix du livre audio La Plume de Pan, Le Jardin dans le ciel de Romain Potocki. J'adore les résumés qui en quelques mots disent tout ou presque, vu que je ne peux pas tous les lire. Celui-ci, on nous dit, c'est l'histoire d'un fils qui ne parle pas, d'une mère qui parle trop et qui tombe malade. C'est l'histoire d'un caïd qui aime les fleurs, d'une merveilleuse libraire, d'un jardinier moustachu et d'une communauté. Alors non, attendez, là je vous relis ça
parce que c'est pas le caïd qui aime tout ça. C'est l'histoire d'un caïd qui aime les fleurs, d'une merveilleuse libraire, d'un jardinier moustachu et d'une communauté d'esprits libres et fantasques. C'est l'histoire d'une rencontre inattendue avec la littérature, de ces quelques livres magiques qui un jour nous ont sauvés et de tous ces passeurs qui, sans le savoir, nous ont permis de voyager loin, loin, très loin. Comment voulez-vous que ça ne me plaise pas? Extrait de Le jardin dans le ciel de Romain Potocki. De l'air partout, du silence aussi. Le gravier qui crisse sous la pompe propre. Une vieille chaufferie abandonnée avec un robinet qui marche et un toit pas trop pourri. Et en dessous, ma cité. Comme jamais je l'avais vue. Et la mer, là-bas à l'autre bout de la ville. Non mais v'là l'espace qu'il y avait sur ce toit. C'était ouf et puis... je déraille. On va croire que ce qui m'est arrivé c'est grâce à moi. Et c'est vrai que je suis remonté sur le toit les jours d'après. Bref, on va croire que je la raconte à l'envers, que je mitonne, et on aura raison. Parce qu'en vrai, tout ce qui m'est arrivé, c'est à Demba que je le dois. Demba, c'est le gardien du B2, mon bâtiment. Un soninké du Mali qui débarque dans les halls, tôt le matin, à l'heure où les équipes rentrent se foutre au pieu. Lui, il fait son truc avec ses seaux et ses balais. Sympa avec tout le monde, et en passant, il mate si personne squatte les caves. Pourquoi il m'a autant à la bonne? Je sais pas. C'est vrai que, tous les deux, on a un gros souci avec les mots. Pas réussir à bien parler, ça rapproche. Demba, lui, il me dit que je lui rappelle un cousin du bled. Vu ma gueule d'arabe, c'est dur à avaler. On n'a trop pas le même bled, Demba et moi. Mais bref, c'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est que Demba, il a le vertige. Je te jure. Le gars, il vit au 2e et c'est déjà grave trop pour lui. Alors, quand la Sonidem, ils ont cadenassé la porte et que plus personne n'a pu monter sur le toit à part lui, il m'a arrêté dans le hall, un matin que je zonais, et puis il a sorti un énorme trousseau de sa poche, il a détaché une clé et il me l'a refilé. Je sais que tu montes. Non, dis rien. Ça me va pareil. Si c'est que toi, juste, quand tu redescends, tu me dis que tout est bien, ça m'évite d'aller y voir. V'là le plan en or qui me refilait le tonton. Sauf que c'était pas le tout. Parce que même là-haut, au 22e, dans mon coin, il me fallait l'autorisation de la faire, ma sauce. Et ce genre de cuisine, ça se jouait pas à l'étage de Demba. Non. Pour faire n'importe quoi dans ma cité, je veux dire, n'importe quoi qu'on voit, fallait voir avec Jo le gitan. Mais cherchez pas. Au quartier, c'est pas comme ça qu'on dit. Ici, on l'appelle avec son blase de rebeu. El Haïb, celui qu'on voit pas. Pas trop utile, comme info, je vous le dis tout de suite. Sauf à être total frappé, on l'appelle pas le Jo. Mais alors, vraiment pas. Il y en a qui disent qu'il a été chasseur de skin à l'époque, ou que la coque dans les cités, au début, c'était lui. Ou même qu'il a fumé un mec à coups d'extincteur un soir avec des potes. La vérité, personne sait. Là aussi, très intéressant, je vous le disais, hein, ce ne sont que des bons bouquins, ils ne sont pas en nomination pour recevoir un prix pour rien, et ça, moi je trouve ça le fun d'avoir des superbes produits comme ça à vous présenter. Je vous rappelle qu'on parle là du prix de la plume de Pan. Voilà un site sur lequel, si vous aimez le livre audio, vous devriez aller jeter un petit coup d'œil. Un petit dernier qui fait aussi partie des livres nominés, je n'en avais pas parlé au balado, Un monde à refaire de Claire Deya, lu par Frédéric Garbe. C'est presque l'été, c'est presque la paix, c'est après 5 années de conflit, tout le monde n'aspire qu'à revivre libre. Et là, nous sommes avec les démineurs qui, après la fin des conflits, ont été chargés de nettoyer tous les secteurs piégés, et ce, bien entendu, au péril de leur vie. Alors, parmi eux, il y a des volontaires sans doute, mais aussi des prisonniers allemands. Une cohabitation délicate, mais pour tous un même chemin. Je ne me souviens plus si l'extrait est vraiment situé au moment... je ne pense pas qu'on soit avec les démineurs, mais on est dans ce bouquin, par exemple, Un monde à refaire. La pause était toujours un soulagement. Avec cet orchestre amateur qui répétait au loin, l'équipe ne parlait que de la fête qui aurait lieu dans une semaine. Tout le groupe irait au bal.
oublier l'âpreté des missions, flamber, briller, se mêler aux optimistes, aux enthousiastes, aux impatients du monde nouveau. Il voulait devenir semblable aux autres l'espace d'un soir, avancer non plus comme des forçats solennels jouant leur vie à la roulette russe sur le champ des mines, mais se mouvoir comme des danseurs volubiles, croyant dur comme fer à une nouvelle vie, une nouvelle ère. Fabien n'irait pas. Impossible de danser avec une autre Codette. Il rêve bien d'une nouvelle vie, mais elle ne passera pas par un nouvel amour. À chaque pause, il repense à elle longuement, s'attarde dans les rêveries où il la convoque, pour qu'elle apparaisse comme au premier jour où il l'a rencontrée, frondeuse. Ou la nuit, lorsqu'il enserrait sa taille de ses deux mains, pour la hisser au-dessus de lui et contempler son corps souple et nu. C'était l'un des malentendus à propos de Fabien. Tout le monde le prenait pour un homme d'action, alors qu'il n'aspirait qu'à s'allonger au bord des sentiers ensoleillés pour rêver. La journée n'était pas finie, et Fabien considérait de son devoir de galvaniser son équipe. Il ne cessait de répéter à ses hommes que c'était leur honneur de libérer la France de tous ces engins meurtriers laissés par les nazis. Déminer, c'est encore résister. Fabien donnait du sens à leur mission. En libérant la terre de ses pièges mortels, ils se sauvaient eux-mêmes, se rachetaient, se délivraient de la culpabilité. Car tout le monde se sentait coupable d'avoir trahi, menti, volé, abandonné, de ne pas avoir été à la hauteur, de ne pas s'être engagé dans la résistance, ou dans la résistance de la dernière heure, d'avoir tué un homme, plusieurs, d'avoir survécu là où tant d'amis étaient tombés. Chaque homme portait en lui cette part de culpabilité, immense en ces temps troublés, et dont il devait, pour continuer d'avancer, sinon se débarrasser, au moins s'arranger. Fabien savait suggérer à ses hommes que le déminage pouvait leur apporter la rédemption, que sans se l'avouer, ils n'osaient plus espérer. Ces hommes acquiesçaient, touchés, peu faisaient semblant. Ces mots leur permettaient de ne pas regretter les risques qu'ils prenaient, ils étaient tous si jeunes, et d'accepter leur destin. Fabien se rendit compte que l'homme au foulard qui les observait depuis plus d'une heure du haut de la rambarde s'avançait maintenant vers lui. « Bonjour, je voulais savoir, vous embauchez ? » Oui, encore un bon livre à se mettre dans les oreilles. Je vous rappelle le nom, Un monde à refaire de Claire Deya, lu par Frédéric Garbe, et retenez bien ce nom, La Plume de Pan. C'est le nom de cet organisme qui m'est cher, et puisque c'est un organisme qui ne parle que de livres audio, comme ce balado des livres plein les oreilles que vous allez continuer à écouter d'ici quelques minutes. Livre plein les oreilles, on continue ça avec une lettre que j'ai trouvée dans l'excellente revue en ligne Actualité. C'est un article qui concerne des lettres inédites de Virginia Woolf et de Rosa Luxembourg qui ont été mises aux enchères. Je me dis, tiens, ça tombe très bien parce que je ne suis pas sûre de n'avoir jamais diffusé du Virginia Woolf en audio et encore moins du Rosa Luxembourg. Alors d'abord, parlons de ces manuscrits-là. C'est autour du 8 mars dernier, journée internationale des droits des femmes, qu'a eu lieu cette mise aux enchères de deux lettres, de l'une et de l'autre. On commence par celle de Rosa Luxembourg face au refus éditorial. C'est une lettre qui remonte au 5 octobre 1906. Rosa Luxembourg y adresse à un éditeur français une proposition de traduction d'un texte appelé à devenir La grève de masse, le parti politique et les syndicats. Dernière édition, La Découverte 2001. Ce qui est intéressant, c'est que sur la première page, il y a ce détail, un tampon violet. À l'époque, on fonctionnait avec des tampons indiquant refusé le 8 octobre 1906. Cette correspondance, ne riez pas, est aujourd'hui estimée à peu près entre 10 000 et 20 000 euros. Quand même, alors ça vaut le coup d'en parler. Vous n'entendrez pas à ce balado un texte de Rosa Luxembourg pour la simple et bonne raison qu'il n'y en a point.
En revanche, il y a du Virginia Woolf. Et alors, elle, là, on change complètement d'atmosphère. C'est une lettre que Madame Woolf aurait écrite le 14 juillet 1930, depuis Tavistock Square à Londres. Virginia Woolf, qui a écrit à Mademoiselle Monteil, une critique française qui a consacré une étude à son roman Mrs. Dalloway. C'est un ton personnel, vraiment confiant, et l'autrice y exprime sa gratitude pour ce qu'elle décrit comme l'une des études les plus subtiles et les plus intéressantes consacrées à son livre. Je vous propose un extrait de Mrs. Dalloway, lu par pas n'importe qui, Catherine Deneuve, ce qui nous permet de constater que même les meilleurs ont parfois des problèmes d'articulation. Elle se raidit un peu au bord du trottoir, laissant passer le camion de livraison de Dotnall. Une femme charmante, se dit Scroope Purvis, qui la connaissait comme on connaît, à Westminster, les gens qui habitent la maison d'à côté. Elle avait quelque chose d'un oiseau, un jet, bleu-vert, avec une légèreté, une vivacité, bien qu'elle ait plus de 50 ans et qu'elle ait beaucoup blanchi depuis sa maladie. Elle était là, perchée, sans le voir, très droite, attendant de traverser. Car lorsqu'on habite Westminster, depuis combien de temps en somme? Plus de 20 ans? Même au milieu de la circulation, ou lorsqu'on se réveille la nuit, on ressent, Clarissa en avait l'intime conviction, une certaine qualité de silence, quelque chose de solennel, comme un indéfinissable suspens, mais c'était peut-être son cœur dont on disait qu'il avait souffert de la grippe espagnole. Juste avant que ne sonne Big Ben. Et voilà, cela retentit. D'abord un avertissement, musical, puis l'heure, irrévocable. Les cercles de plomb se dissolvaient dans l'air. Que nous sommes bêtes, se dit-elle en traversant Victoria Street. Dieu seul sait la raison pour laquelle nous l'aimons tant, et cette manière que nous avons de la voir, de la construire autour de nous, de la bousculer, de la recréer à chaque instant. Et les mégères informes, les rebuts de l'humanité assis sur le pas des portes, en font autant. On ne peut pas régler leur sort par de simples décrets ou règlements. Précisément pour cette raison, ils aiment la vie. Dans les yeux des gens, dans leur démarche chaloupée, martelée ou traînante, dans le tumulte et le vacarme. Les attelages, les automobiles, les omnibus, les camions, les hommes sandwich qui se frayent un chemin en tanguant, les fanfares, les orques de barbarie, dans le triomphe et la petite musique, et le drôle de bourdonnement là-haut d'un avion, dans tout cela se trouvait ce qu'elle aimait, la vie, Londres, ce moment de juin. Car c'était la mi-juin. La guerre était finie, sauf pour quelqu'un comme Mrs. Foxcroft, qui, hier soir, à l'ambassade, se rongeait les sangs parce que ce gentil garçon s'était fait tuer, et maintenant le vieux Manor House allait revenir à un cousin. Ou encore pour Lady Bexborough, qui, paraît-il, avait ouvert une vente de charité en tenant à la main le télégramme. John, son préféré, tué. Mais c'était fini. Dieu soit loué, terminé. C'est fou, hein? Voilà quelqu'un qui a fait toute sa carrière sans prononcer les consonnes. Non, mais si j'étais formatrice, je dirais, mais prononce, articule, prononce-les, ces maudites consonnes. Les consonnes, ce sont les piliers du pont. Ça prend les piliers du pont. Et le tablier du pont, ce sont les voyelles. Mais les voyelles... Voilà. Mais c'était quand même Madame Deneuve, Madame Catherine Deneuve, lisant un extrait de Mrs. Dalloway, de la grande, très grande Virginia Woolf. Vous êtes peut-être amateur de l'émission La Grande Librairie ? Eh bien, il va y avoir un spécial là, au mois de mars. Malheureusement, ils n'ont pas donné la date exactement et j'ai complètement oublié d'aller vérifier. Sur le sujet, c'est la littérature. La littérature, oui, de toute façon, mais surtout la lecture. Alors, on va avoir le droit à Danielle Salnave, écrivaine et membre de l'Académie française, qui a une association qui s'appelle Silence, on lit. Il y aura aussi Isabelle Carré, comédienne, réalisatrice et autrice, qui va venir présenter un livre qui n'existe pas encore en audio, qui s'appelle « Nos enfants, l'urgence d'agir », publié chez Lafon. Et puis la romancière Clémentine Beauvais, très appréciée du jeune public, qui va venir évoquer la question de la transmission du goût de lire. Rappelons que Madame
Madame Clémentine Beauvais a été récompensée par le prix Sorcière en 2016 pour son roman Les Petites Reines chez Sarbacane, dont on écoute un extrait. Maman a quitté Paris quand elle a appris qu'elle était enceinte. Elle a choisi de devenir prof de philo en lycée à Bourg-en-Bresse, qui est le chef-lieu de l'Ain, numéro de département 01. Elle a épousé un monsieur Philippe Dumont qui est exactement tel que son nom l'indique. Nous vivons tous les trois dans un pavillon coquet, agrémenté d'un jardin, en compagnie du chien Chatounet et du chat Babiboule. Suis-je en contact avec Klaus? Non, car il n'a jamais répondu à aucune de mes lettres. Au lieu de répondre à sa fille cachée, il donne des interviews dans Philosophie Magazine. Il pond aussi, tous les 3 ans à peu près, un traité de métaphysique. Maman les achète, les lit, et moi aussi. Elle dit « Tu ne comprendras rien, Mireille, c'est compliqué. » Mais je les lis quand même, et je comprends parfois. Klaus écrit des choses comme le réalisme spéculatif a aidé à lubrifier le passage vers une métaphysique décantisée. Moi, c'est un gros dégueulasse en fait, Klaus. Maman, arrête enfin, mais arrête! D'abord, il ne s'appelle pas Klaus, et puis tu n'y comprends rien. Sa pensée est révolutionnaire. Mais ça, tu ne comprends pas, tu ne peux pas comprendre. Maman, il compare Platon et Descartes à une paire de couilles. 15 ans, éructe ma mère. 15 ans. C'est vraiment l'âge le plus idiot du monde. 15 ans et demi, s'il vous plaît. C'est à l'âge de 8 ans que j'ai envoyé ma première lettre à Klaus. Bonjour, monsieur. Ma maman, Patricia Laplanche, m'a dit que vous êtes mon père. J'aimerais vous rencontrer à Paris et voir Joël et Noël. À l'époque, Citroën n'était pas encore né. Je suis à l'école primaire Laurent Gérard, j'ai des bonnes notes et j'ai appris à lire à 4 ans. Au revoir, Mireille Laplanche. La deuxième, j'avais 12 ans. Cher monsieur, vous n'avez pas répondu à ma lettre d'avant. Pourtant, ça aurait été sympa. Je suis en 5e, au collège Marie Dariussec. Je suis la première de ma classe. J'aimerais toujours bien vous rencontrer, à Paris ou ailleurs. Mon numéro de portable est le... Cordialement, Mireille. La 3e, je l'ai écrite il y a 3 mois. Klaus, tu es mon père, tu le sais, car tu as parfaitement reçu mes 2 premières lettres. Je te vois à la télé avec Barack Obama, Joël, Noël et Citroën, et je te trouve carrément gonflé de ne pas me répondre. J'ai 15 ans, je ne suis pas débile. Si c'est ça qui t'inquiète, ma mère n'est pas derrière tout ça. J'ai lu tous tes livres, appelle-moi, Mireille. Bide. Maman est tout à fait au courant pour la dernière lettre, vu que j'avais laissé traîner l'enveloppe bien en évidence sur la table avant de la poster. Klaus von Strudel, Palais de l'Élysée, Paris. Petit facteur, presse le pas, la paternité n'attend pas. Très drôle, a dit maman, en voyant ça. Très drôle. Mais que tu es drôle, mon enfant, j'en pleure de rire. Tu crois qu'il faut la laisser l'envoyer ? A demandé Philippe Dumont, l'air inquiet. Égal lèvres retroussées plus tripotage de boutons de manchette. Il faut la laisser faire ce qu'elle veut, c'est sa manière de faire de la provoque, a répliqué maman. Il ne lui répondra pas, de toute façon, ça n'a donc aucune importance. Et puis alors, la voix et l'intention de Rachel Arditi sur les mots de Clémentine Beauvais, c'est un vrai régal. On vient d'entendre un extrait du livre audio, extrait du livre tout court, Les Petites Reines. Un petit mot de l'autrice que je ne vous avais pas lu avant qu'on écoute l'extrait. Les Petites Reines, c'est un voyage initiatique de 4 personnages qui ont toutes les raisons de se plaindre, mais qui décident à la place d'en rire et de partir pédaler sur 500 km. Et comme tout road trip, ça raconte, au-delà de leurs problèmes personnels, une société, une histoire, une culture.
Dans Télérama, je devrais dire l'excellent Télérama, on avait sorti ceci en guise de critique quand le livre est paru. Il y a des livres qui ont la grâce. Dans la revue Lire, en sus de donner la patate, les boudinettes prouvent que derrière chaque fille pédale une reine. Et puis encore Télérama, un chef-d'œuvre d'humour acidulé, une comédie irrésistible, piquante, enlevée, tout en émotion retenue, le genre de livre qui vous fait pousser des ailes. On en a eu un petit extrait à l'instant de Ces petites reines. On va passer à quelques nouveautés. C'est sorti à la fin du mois de février dernier, Septembre noir de Sandro Veronesi, traduit par Dominique Vitos, lu par Michelangelo Marchese. On est avec un professeur et traducteur du nom de Luigi Belandi qui se remémore l'été d'une année précise, 1972, quand il n'avait encore que 12 ans et 4 mois et que tout le monde le surnomme alors Gigio. Comme chaque année, la famille loue une maison dans une station balnéaire huppée de la côte toscane où il navigue avec son père, qui est un avocat très connu, très charismatique et tout ça. Et il y a sa voisine de plage qui s'appelle Astelle Raimondi, qui s'intéresse enfin au jeune homme qu'il est en train de devenir, qui s'amuse à lui faire traduire, lui dont la mère est irlandaise, les chansons de rock qu'ils écoutent inlassablement sur son tourne-disque. Pour Gigio, donc, c'est l'été des découvertes, la musique, la lecture et le plaisir de la traduction, mais aussi celui de la naissance, du désir et des inquiétudes qui l'accompagnent. On va écouter un extrait de ce livre Septembre noir, parce que ce qu'on ne sait pas encore, c'est qu'un drame couve. Là, on a l'impression que tout est beau, c'est un peu le monde des bisounours, mais c'est pas ça du tout. Le drame couve. Alors, extrait de Septembre noir de Sandro Veronesi. Chapitre 1. Pour vous raconter cette histoire, je dois commencer par évoquer mes parents. Ils étaient à cette époque les dépositaires de ma sérénité. C'est donc qu'ils étaient de bons parents. J'avais 12 ans, et rien dans ma vie n'aurait pu, même de loin, rivaliser en importance avec eux. Si l'on peut dire que j'ai vécu une enfance protégée, que j'ai été un enfant heureux, c'est grâce à eux. Voilà pourquoi les événements que je vais raconter m'ont affecté si profondément. Parce que, pour la première fois, ils ne surent pas me préserver. Pire, ils furent une des causes du séisme qui me frappa. Pour la première fois, le monde venait me toucher directement, sans filtre. Et le monde brûle. C'est un feu ardent. Je l'ignorais parce que, jusqu'à ce jour, mes parents avaient toujours été là pour s'interposer. Mais cette fois, c'est en eux que s'incarna la férocité du monde. Donc, si l'on peut dire qu'à partir d'une certaine date, je n'ai plus été heureux, du moins plus de cette façon, ce fut leur faute. Mon père était avocat pénaliste. Il était le seul dans la bourgade où nous vivions, dont je vais maintenant donner le nom, et vous allez tous penser la même chose. Vinci. Mais Léonard n'a rien à voir dans cette histoire. Je préfère rappeler un autre fait lié à ma ville d'origine, pour moi plus important même si personne ne l'évoque jamais. L'effondrement du pont sur l'Arno, le 17 novembre 1966, quelques jours à peine après l'inondation qui frappa Florence et toute sa province. Plus encore que l'inondation elle-même, ce fut le premier traumatisme de ma vie. Le pont fut emporté par la rivière et, comme les agglomérations voisines, Vinci se retrouva coupé du reste du monde. Cet isolement dura plusieurs jours. Pas d'école, pas de catéchisme. Des familles furent séparées et ceux qui, comme mon père, devaient aller à Florence pour leur travail, étaient contraints de faire un long détour par des routes de montagne devenues dangereuses. J'entendais dire que cet effondrement était très grave parce que le pont n'avait que 12 ans. Moi, j'en avais moitié moins, et 12 ans me paraissaient beaucoup. Mais quand, 6 ans plus tard, ce fut mon tour de m'effondrer, je m'aperçus qu'en effet 12 ans, c'est peu. Voilà pourquoi je me souviens si bien de l'époque de l'inondation et de la rupture du pont. Ce pont et moi avions le même âge quand nous avons été frappés, lui par la nature, moi par les hommes. Et il s'agit d'un âge où certaines choses ne devraient pas arriver ni au pont, ni aux hommes. C'est trop tôt.
J'adore cette phrase. Il arrive un âge où il ne devrait rien arriver, jamais rien arriver, ni aux hommes, ni au pont. J'aurais bien aimé l'écrire, celle-ci. Bon, tant pis. C'est pas moi qui l'ai écrite. Celui qui l'a écrit, c'est Sandro Veronesi. C'est lu par Michelangelo Marchese. Je sais jamais si on dit Marchese ou Marchese. Marchese, je pense, quand c'est CH. En tout cas, c'est pas terrible en italien. Pardonnez-moi si je me suis trompé. Le livre s'appelle Septembre noir. Encore au chapitre des nouveautés, Le crime du paradis de Guillaume Musso, un des auteurs les plus lus en Europe et ici aussi d'ailleurs. Le narrateur, c'est Rémi Bichet. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, on célébrait, ou du moins on remarquait, le 50e anniversaire de la mort d'Agatha Christie. Eh bien, Guillaume Musso s'inspire principalement de l'ambiance des romans d'Agatha Christie et plus précisément du fait divers de l'enlèvement du bébé Lindbergh en 1932 et de l'atmosphère luxueuse mais sombre de la Côte d'Azur des années 20, autrement dit les années folles. Il s'agit d'un hommage direct à la reine du suspense, mélange de huis clos, de thriller psychologique et d'enquête à l'ancienne. On est avec Florence et Julian, un couple d'Américains fortunés qui réunissent un petit groupe d'amis dans leur somptueuse baraque du Cap d'Antibes. Mais voilà, à un moment donné, Oscar, leur fils de 3 ans, est enlevé dans des conditions mystérieuses. Alors tout le monde se passionne, le monde entier même se passionne pour l'affaire. Et le policier chargé de l'enquête va se heurter à un mur de mensonges et de secrets jusqu'à ce qu'il rencontre une jeune romancière du nom de Agatha Harding. Allez, on écoute un extrait de ce petit dernier de Guillaume Musso, Le crime du paradis, qui est déjà en audio. Première partie. Une étrange affaire. Chapitre 1. La nuit était partout. Marseille, dimanche 3 juin 1928. Comptoir des pêcheurs. 1. Assis seul à sa table, le commissaire Joseph Fleck vida d'un trait son verre de vin blanc, puis le reposa lourdement à côté de l'assiette de coquillages qu'il avait à peine entamée. Devant lui, les cadavres de 2 bouteilles de Sancerre témoignaient de ses excès de la soirée. Joseph avait froid, il tremblait. Des remontées acides lui brûlaient l'estomac. La faune du bistrot l'étourdissait. Dockers, pêcheurs, commerçants. Une ruche hétéroclite dont la population parlait haut et fort dans une salle saturée d'odeurs de tabac, d'iode, d'anis et de café. Joseph porta la main à sa poitrine. Son cœur s'emballait. Saisi de vertige, il ferma les yeux et se massa les paupières. La faute à l'alcool, bien sûr. Mais l'alcool était la conséquence de son tourment, pas sa cause. Depuis la fin de la Grande Guerre, à intervalles réguliers, revenaient les mêmes démons qui lui faisaient vivre un chemin de croix chaque fois plus douloureux. Il avait senti la vague monter dès le matin à son réveil. Elle avait la couleur bleu-gris du ciel de la Meuse, l'intranquillité des plaines de Champagne, la force des paysages du front d'Orient. Lorsqu'il était allé prendre son café, au bar derrière la cathédrale, l'angoisse sourde s'était peu à peu transformée en déferlante. Des images sinistres colonisaient son esprit. Des visages pâles, émaciés, hagards. Des corps hurlants, déchiquetés. Puis ses oreilles s'étaient mises à bourdonner. Il s'était revu lui-même sur le champ de bataille, encerclé, vulnérable, terrifié par la pluie d'obus, les éclats des grenades, le slash des baïonnettes qui déchiraient les chairs tendres. Il s'était souvenu de la férocité des rats qui surgissaient par centaines la nuit dans les tranchées. Des poux et des puces qui rendaient fou à s'arracher la peau. En dépit de son état fébrile, Joseph était allé travailler à l'évêché, l'hôtel de police de Marseille. Il avait essayé de donner le change à ses collègues. Mais le soleil radieux avait beau inonder les bureaux, le courant froid qui lui congelait les os lui rappelait le temps des engelures, de la pluie incessante,
des orteils qu'il fallait amputer. À midi, quand il était sorti sur le vieux port, la situation avait encore empiré. Des visions d'horreur lui traversaient le cerveau sans qu'il puisse leur faire barrage. Il voyait les cadavres revenir d'entre les morts pour se mêler aux vivants. Les mouches qui recouvraient le visage déformé des agonisants. Alors je veux croire que c'est le tout début du livre parce qu'on est très très loin d'Agatha Christie, mais c'est ça, là on vous présente dans l'extrait qu'on nous donne dans les catalogues, on vous présente les protagonistes dont le fameux Joseph qui sera l'inspecteur de police à la façon Agatha Christie qu'a utilisé Monsieur Musso pour écrire Le crime du paradis dont on vient d'entendre un extrait. On finit avec un autre polar qui s'appelle simplement Ici, qui n'a pas été produit par Radio-Canada. Ici, c'est de Johanna Gustafsson et c'est lu par Audrey Sourdive. Nous sommes avec une brillante comportementaliste spécialiste du langage corporel qui travaille avec la police d'Oslo et ça va bien lui être utile alors qu'elle est dévastée par la disparition de son fils 7 ans plus tôt. Elle se plonge dans sa vie professionnelle et là, tout d'un coup, bien, la disparition de son fils va ressurgir. Sa douleur sera ravivée quand 2 adolescentes seront assassinées dans une maison de vacances au bord d'un fjord. On est à Oslo, donc on est en Suède, si je ne m'abuse. Je confonds toujours avec la Norvège, c'est affreux. S'ils m'entendaient, oui, qui ne seraient pas contents. Ah ben non, c'est ça, on est en Norvège. Je fais dur. Toute ma vie durant, j'ai confondu Stockholm et Oslo. Bon, allez, extrait de Ici, de Johanna Gustafsson et Thomas Enger, qui s'y sont mis à 4 mains pour écrire ce qui, plus tard d'ailleurs, va devenir une série à couper le souffle dans plus de 40 pays. Extrait donc. Peu après minuit, il découvre son vélo. En bas d'une colline à moins d'1 mètre du fjord, renversé. La roue avant tordue et la chaîne déraillée. Ils n'ont pas retrouvé son casque, mais des traces de sang sur les roches anguleuses à proximité. Ce qui indique que quelqu'un, très certainement mon fils, a été victime d'un accident. Ils vont faire analyser le sang pour voir s'il correspond au sien. Que l'accident ait eu lieu si près du bord décuple mon angoisse. Ramona tente de me rassurer en disant que les arbres et les buissons autour auront empêché Vetley de tomber dans le fjord. Mais elle n'arrête pas ma panique. S'il n'est pas dans l'eau, alors où est-il, bon sang? Mon téléphone sonne à 8 heures précises. La maison est aussi animée qu'une ruche. Des visages inconnus surplombent des ordinateurs et des écrans. Leur murmure pressant crée un sifflement permanent en arrière-fond. Je suis assise sur le canapé du salon, à essayer de respirer, de prendre du recul pour rester calme. Je n'y parviens pas. Absolument pas. L'écran de mon téléphone affiche inconnu. Je décèle de l'inquiétude dans les traits de Ramona et de mon père. L'air semble s'épaissir, soudain plus difficile à respirer. « Réponds !» lance Ramona, la voix tendue mais ferme. C'est peut-être un voisin inquiet ou quelqu'un qui propose son aide. Ou un de tes clients. Les doigts tremblants, je fais glisser mon pouce sur l'écran et active le haut-parleur. Je chuchote un « allô » prudent. Allumez la 2. La voix à l'autre bout du fil est robotique. Pardon? Mon cœur bat si fort que je le sens pulser dans ma gorge. Qui est à l'appareil? Allumez la 2. Répète la voix. Nous avons votre fils. La communication est coupée. Je reste figée avant de lancer un regard à mon père, puis à Ramona. Vous avez entendu? Je bégaie. Ramona fronce les sourcils une seconde, puis claque des doigts pour attirer l'attention des personnes présentes dans la pièce. Elle donne un ordre à l'agent le plus proche d'elle, qui allume la télé. Il a besoin de l'aide de mon père pour trouver la bonne chaîne. L'écran paraît plus grand que d'habitude. Sur la 2, une présentatrice blonde en blazer rouge est en train de clore un sujet d'actualité.
Elle attend le prompteur pour enchaîner avec le suivant. Puis, 38 000 morts et encore plus à venir. C'est un mélange de peur, d'espoir et d'avidité qui a conduit à ce bilan terrifiant. Mon cœur bat la chamade. De quelle mort parle-t-elle? La présentatrice poursuit. Aujourd'hui, plus que jamais, des personnes se noient dans la Méditerranée. On en dénombre 38 000 à ce jour, soit près de 90 par semaine, presque 13 par jour, à bord d'embarcations de fortune qui n'auraient jamais dû prendre la mer, avec des passeurs sans scrupules qui n'ont aucune considération pour la vie humaine. Des gens désespérés risquent tout. Je ne comprends pas. La voix robotique tourne en boucle dans ma tête. Je sens la bile monter. Nous avons votre fils. Autour de moi, les techniciens s'agitent. Des ordres sont lancés en silence, des bras se lèvent, des mains pointent vers quelque chose que je ne vois pas. Mon père se tient près de la table basse, le regard rivé sur la télé, les bras croisés. Des gouttes de sueur coulent le long de mon cou et de ma colonne vertébrale. Je les sens glisser aussi sous mes aisselles. Ramona s'accroupit à mon niveau et pose ses mains sur mes épaules. Lorsque la présentatrice du journal commence à parler de José Mourinho, l'écran de mon téléphone se rallume. Inconnu, une fois de plus. Voilà, ça s'appelle Ici, et là, c'est là que ça s'arrête pour ce balado des livres plein les oreilles. Merci à vous tous d'avoir été là. Merci à mon camarade Mathieu Tessier, encore une fois, de m'avoir accompagné en régie. C'est Clotilde Sey qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine.